Le ciel n'a pas hurlé, il est devenu silencieux. C'est ainsi que nous avons su qu'ils étaient arrivés. Une minute auparavant, le réseau de défense terrestre bourdonnait de parasites et de crépitements. Le genre de parasites qui paraissaient normaux après des décennies de tensions froides avec le Dominion Zeki. La minute suivante, plus rien. Satellite disparu, communication coupée. Un silence qu'on n'entend pas, mais qu'on ressent dans la poitrine, comme le souffle retenu avant des funérailles. J'étais en poste à l'avant-poste de Black Ridge, perdu au cœur des ruines glacées de ce qui fut la Norvège. Il ne reste plus grand-chose. La mer a englouti les côtes, et les géants de la tech ont vendu leur bunkers à l'armée depuis longtemps, une fois les dernières guerres corporatives terminées. Cette nuit-là, nous n'étions pas des soldats. Nous étions des survivants, attendant le prochain coup dur. Et il arriva. Les Altasi ne nous ont pas prévenus. Ils n'ont envoyé ni message, ni ambassadeur, ni menace en l'air comme avant. Juste une flotte élégante, noire et silencieuse. 80 vaisseaux, chacun de la taille d'une petite ville, planant au-dessus de l'atmosphère terrestre, tels des vautours tournant autour d'une proie agonisante. Ils nous prenaient pour cet animal. Nous avons intercepté un dernier message. Une transmission brouillée qui a réussi à passer avant qu'ils ne brouillent tout. Une voix suffisante dans leur langue, traduite approximativement par notre IA, disait « Une seule flotte ne peut pas nous arrêter ». Ils riaient, arrogants, sûrs d'eux. Ils avaient tort. Cette flotte a sonné le glas de tout ce que je connaissais. La première frappe a touché l'Amérique du Nord. Washington, New York, Toronto. Tout a été rasé en quelques minutes. Ni laser, ni bombe. Juste une onde de choc qui a réduit les bâtiments en poussière et les corps en cendres. Je me souviens encore de l'avoir vu sur l'un de nos écrans du marché noir, lorsque l'onde a atteint Chicago. L'écran a vacillé, et la ville a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Ils étaient précis, chirurgicaux, inhumains. Mais nous étions encore en vie. Voyez-vous, l'humanité avait tiré des leçons de chaque guerre, de chaque invasion, de chaque trahison. Nous avions appris que les empires ne s'effondrent pas de l'extérieur, mais à cause des failles qu'ils ignorent en leur sein. Les Zulks croyaient que la force résidait dans le nombre, la puissance de feu, la supériorité. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était la rancune. De la pure méchanceté humaine, sans filtre. Ils ont détruit nos satellites, mais ils ont oublié le sous-sol, les vieux tunnels, les câbles désuets, les systèmes archaïques qu'aucune autre espèce n'a jamais pris la peine d'étudier. Nous avions un réseau de communication de secours, construit pendant la dernière guerre froide. Analogique, rudimentaire, obsolète, mais fonctionnel. C'est comme ça que j'ai reçu l'appel. Sergent Dane Kessler, rendez-vous à l'abri 9, code Ashfall. Ashfall. C'était un code de contingence, un code qu'on n'aurait jamais cru utiliser. Un protocole de dernier recours enfoui sous les archives militaires. Ça ne signifiait qu'une chose, libérer les forces enfouies. Ils ont annoncé au monde que l'humanité avait désarmé. Ils ont menti. L'abri 9 se trouvait à 8 kilomètres sous terre, sous les tombeaux glaciaires de Black Ridge. Il fallut 2 scans rétiniens, une analyse vocale et mon sang pour ouvrir la première porte. Dès que j'y fus, je vis ce que les Zulks avaient oublié. La rage. Des vieillards et des vieillards qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis 20 ans. Des scientifiques amputés, le regard hanté. Des machines de guerre construites en secret et alimentées par les cauchemars. Des choses qu'aucun traité de paix n'avait prévues. Des armes non pas alimentées par plasma ou fusion, mais par la fureur. Une technologie de rage, comme ils l'appelaient, interdite par tous les conseils galactiques. Nous l'avons construite malgré tout, car nous savions que ce jour viendrait. Cette flotte flottant au-dessus de la Terre, elle ignorait ce qui l'attendait en dessous. Elle ignorait que nous possédions quelque chose qui n'existait pas dans leurs équations parfaites. Le désir de mourir debout, pas à genoux. Ils avaient là la technologie, nous, le désespoir.
et j'avais appris depuis longtemps que les hommes désespérés gagnent les guerres. Je restais silencieux, tandis que je m'enfonçais plus profondément dans l'abri neuf. Il n'y avait rien à dire. Les murs autour de moi étaient épais. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ils pesaient lourd. Chaque pas résonnait comme un rappel que nous n'aurions pas dû être là. Plus jamais. L'abri neuf n'était pas un bunker. Ce n'était même pas une base. C'était un cimetière. L'endroit où l'humanité enterrait ses pires idées, ses armes et ses esprits qui, jadis, avaient fait trembler le monde. Puis, ils furent enfermés, jugés trop instables, trop destructeurs, trop humains. Mais c'est ce dont nous avions besoin maintenant. Au premier point de contrôle, un homme attendait, maigre, pâle, enveloppé dans une cape d'hiver qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Son visage, plus mécanique que charnel, était constellé de pores et de plaques métalliques. Un de ses yeux cligna, rouge. « Sergent Kessler !» grogna-t-il. J'acquiesçai. Il sourit. Je ne pensais pas revoir un autre rat de surface s'en sortir. Tant mieux. Le tableau s'était encore trompé. Il me fit signe de franchir la porte suivante et marcha à mes côtés. « Je m'appelle Dr Harvin. J'ai conçu la plupart des choses que vous allez détester. Peu m'importait qui il était. Ce qui comptait, c'était ce que nous pouvions faire maintenant. Combien nous en reste-t-il ? Demandai-je. Harvin ne répondit, pas immédiatement. Il prit une inspiration, puis dit « À la surface. Pas beaucoup. Peut-être 30 millions dispersés dans les zones mortes. Sous terre, environ 8 millions. Peut-être que la moitié peut se battre. Et les armes. Il rit doucement. Plus qu'on n'aurait jamais dû en construire. Moins que ce dont on a besoin. C'était à peu près ce à quoi je m'attendais. Nous entrâmes dans une salle centrale, circulaire, immense et vibrante d'une énergie latente. Autour de nous se trouvaient des rangées de capsules verticales, chacune scellée par une vitre renforcée. À l'intérieur, des géants endormis, des warframes, des exosquelettes pilotés par des humains, hauts de 2 étages, dotés d'une puissance de feu suffisante pour raser des villes. Ils étaient illégaux en vertu de l'accord interstellaire. Nous avions signé ce traité, certes, mais comme tout le reste sur ce bout de papier, c'était un mensonge, une simple signature de circonstance. Harvin s'approcha d'une console et se mit à taper. « Ces systèmes étaient censés être désactivés après l'opération Black Ember, dit-il. Ils ne l'ont pas été. Je savais que ce jour arriverait. » Ils éclatèrent tous de rire. Ils croyaient que la diplomatie nous protégerait. Imbéciles. « Ça va marcher ?» demandai-je en désignant les capsules d'un signe de tête. Harvin cligna de l'œil. « Elles brûleront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » Je n'avais pas besoin de réponse poétique. J'avais besoin de mourir. De mourir comme Zulk. On nous donna des quartiers, si on peut appeler ça des quartiers. Des dalles de béton avec des couvertures et des sachets nutritifs au goût de sûr. Ici dessous, pas de luxe. Juste la fonction, la survie. Je me suis allongé, mais impossible de dormir. Les hurlements dans ma tête ne cessaient de résonner. Mon frère était à Chicago, ma sœur et ses enfants à Boston, disparus. Pas de corps, pas d'appel, pas de tombe, seulement des cendres. Et puis, le rêve. J'étais à la surface, les yeux rivés sur le ciel noir. Un des vaisseaux Zulk descendait. Sa coque scintillait de chaleur et une lumière jaillissait de ses entrailles comme un projecteur divin. Je me suis vu immobile, seul et défiant. Puis j'ai entendu une voix, pas la mienne. « Meurs debout, Dené. » C'était la voix de mon père. Il avait combattu lors de la dernière guerre avant la signature de la paix. Il était mort en maudissant le traité qui avait suivi. Il disait que c'était un masque pour la reddition. Je me suis réveillé en sueur. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était une faim, une soif tenace. Non pas d'eau, mais de vengeance. Harvin nous a briefé le lendemain matin, ou plutôt, ce qui tenait lieu de deuil dans la clandestinité. Écoutez-moi bien, commença-t-il, debout devant une vingtaine d'entre nous. La plupart étaient d'anciens militaires, quelques mercenaires, un ou deux civils qui refusaient,
de mourir en silence. Nous n'avons qu'une seule chance, littéralement. Il appuya sur une télécommande. Une carte 3D apparut, montrant l'orbite terrestre et la flotte en orbite. Ils sont immobiles, probablement en attente d'une extinction de la résistance terrestre. Mais cela signifie qu'ils sont vulnérables. Nous avons construit quelque chose. Le projet Recuquital, des canons spatiaux dissimulés dans la croûte terrestre. Des feux jaillissent de la surface comme un putain de geyser. Le problème, c'est qu'on n'a pu en rendre que 2 opérationnels avant que le financement ne soit coupé. Évidemment, la paix, ça voulait dire des budgets. On va synchroniser les missiles, les pointer vers les vaisseaux amiraux, leurs communications et leurs vaisseaux de commandement. On va leur couper la tête et peut-être ralentir le reste. Ça nous donnera l'occasion de lancer nos escadrons de représailles. C'est vous qui avez soif de sang. Personne ne parla. Arvin sourit. Bien, on savait que vous viendriez. L'entraînement était brutal, non pas parce qu'on était faible, mais parce qu'on était brisé. On ne peut pas entraîner les volontaires de la même manière que les désespérés. Chaque homme dans cette pièce avait déjà tout perdu. On lui donne un costume, une cible et la promesse de vengeance. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la libération. Il fallut des jours pour que les warframes se réactivent. Les connexions neuronales durent être cartographiées. L'étalonnage physique prit des heures. La douleur. Mon Dieu! La douleur de sombrer avec une armure qui n'avait pas été pilotée depuis des décennies. Elle se fichait bien que vos nerfs hurlent ou que votre colonne vertébrale craque. Elle s'imposait en vous, tout simplement. Mais nous avons enduré, car la douleur n'était pas nouvelle. Elle nous était familière. C'était la seule chose que les Zeltes ne pouvaient effacer. Le 4e jour, j'ai reçu ma structure. Modèle Vindicator 12. La peinture s'écaillait. Un bras était brûlé, mais il bougeait et avec une force incroyable. À l'intérieur, j'avais l'impression que mon cœur battait 1000 fois plus fort. Arvin me regardait m'installer. « Tu lui as déjà donné un nom ?» demanda-t-il. « Non », répondit-il avec un sourire narquois. « Alors j'en écrirai une de son côté, espèce en voie d'extinction. Ça ne vous dérange pas ?» Non, ça collait. La frappe a eu lieu le 6e jour. Un de nos avant-postes dans le Pacifique a été détecté, sans avertissement. Un jet de plasma venu de l'orbite a vaporisé toute la côte. Les jointures de Harven blanchirent autour de la console lorsqu'il vit la retransmission satellite. « C'était notre moyen de communication de secours », dit-il à voix basse. « Ils nous repèrent plus vite que prévu. On n'avait pas besoin de plus de motivation. On avait besoin de temps. On n'en a pas eu. » Un des éclaireurs revint, haletant, sa combinaison, brûlée et ses poumons en sang. « Ils arrivent », souffla-t-il. « 3 croiseurs, à basse altitude, scrutant les crêtes. Black Ridge était à découvert. » La panique s'empara de l'abri. Pas parmi les soldats, mais parmi les rescapés. Des mères, des vieillards, des enfants trop calmes pour leur âge. Arvin donna des ordres rapidement. Les tunnels d'évacuation d'urgence s'ouvrirent, mais chacun connaissait la vérité. Nous n'y arriverions pas à temps. Nous n'étions pas censés y arriver. C'est alors que le commandement donna l'ordre. Déclencher l'opération Ashfall. Mes mains ne tremblaient-elles pas lorsque je suis monté dans le Vindicator. Ma respiration n'a pas faibli. Je n'avais plus de famille à pleurer. Plus de foyers à protéger. Mais j'avais ma rage et j'allais l'assouvir. Nous avons décollé de catapultes souterraines dissimulées dans des crêtes montagneuses que l'on croyait inactives depuis longtemps. Mon escouade, 6 d'entre nous, tous reliés à des vestiges de guerre, a surgi de la glace tels d'anciens dieux revenus juger le monde. Les croiseurs nous ont repérés trop tard. Ils ont ouvert le feu, mais leurs armes n'étaient pas calibrées pour la résistance atmosphérique. Nous nous sommes déplacés plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Plus bas, plus menaçants. Les canons du Vindicator se sont illuminés. J'ai visé les réacteurs, sachant que s'ils s'écrasaient, nous tuerions des milliers de Zulks à l'intérieur. Je m'en fichais. C'est eux qui ont commencé. Nous avons terminé. Le premier croiseur a percuté la crête et a explosé, projetant feu et glace à des kilomètres dans le ciel. Le deuxième a viré et a tenté de fuir. Je l'ai poursuivi,
verrouillé sa cible, tiré, et j'ai vu sa coque se fendre comme un fruit pourri. Le troisième, lâche, a fait demi-tour et est remonté en orbite, probablement pour annoncer que la Terre n'était pas aussi molle qu'il le pensait. Trop tard. On a envoyé un message avec ce crash. Vous ne chassez pas des moutons, vous vous attaquez à des loups. De retour à l'abri neuf, Arvin a déclenché le système de rééquilibrage. Une fois que j'aurai appuyé sur ce bouton, a-t-il dit, il n'y aura pas de retour en arrière. Je fixai l'écran qui affichait la flotte de commandement Zelt en orbite basse, élégante, silencieuse, imperturbable. Arvin a appuyé sur le bouton. Rien ne s'est passé pendant quelques secondes. Puis le monde a gémi, littéralement. Au plus profond de la Terre, d'anciennes chambres rendirent leur dernier souffle. Deux vagues d'énergie jumelles jaillirent de la croûte terrestre, traversant montagnes et fonds océaniques, hurlant vers le ciel comme le rugissement d'un dieu courroucé. Ces tirs n'étaient ni élégants ni précis. Mais ils n'avaient pas besoin de l'être. Ils étaient humains, bruts, violents, sans concession. Le premier tir manqua le vaisseau amiral, mais l'onde de choc frappa 3 escortes. Le second, direct. Nous avons vu le vaisseau amiral se briser en deux. Du feu et de la matière noire s'en échappaient comme le sang d'une baleine agonisante. Silence de notre côté, puis des acclamations, des cris, des poings frappant le métal. Je n'ai pas applaudi, j'ai juste murmuré. C'était pour Chicago. Arvin me regarda d'un ton plus bas qu'auparavant. Ils riposteront, j'acquiesçai. Qu'ils le fassent. La guerre ne faisait que commencer. Nous ne cherchions pas à gagner. Nous cherchions à les faire saigner. Et nous ne nous arrêterions pas tant qu'ils ne se seraient pas souvenus de ce que la terre avait représenté. Ni faiblesse, ni paix, mais châtiment. Ils revinrent plus forts. Après que les canons Rekukidal eurent détruit leur vaisseau amiral, les Ulks changèrent de tactique. Fini l'intimidation, fini le survol orbital comme s'ils avaient tout leur temps. La flotte se fractura. Certains restèrent en orbite haute, resserrant leur formation. D'autres descendirent à basse altitude, rapidement, avec une précision chirurgicale. Non pas avec des bombes, non pas avec le feu, mais avec des voix. De légers murmures se firent entendre dans les casques. Des parasites qui n'en étaient compte pas vraiment. Des mots et des fréquences indéchiffrables que nos systèmes n'étaient pas censés détecter. Le premier à craquer fut un technicien du nom de Rullen. Il s'occupait des communications d'un des bunkers souterrains de ce qui restait de l'Australie. Solide, intelligent, ancien militaire, loyal, jusqu'à ce qu'il tente de faire sauter son propre poste de commandement. Ils l'ont arrêté avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, mais pas avant qu'il ne se tranche la gorge en murmurant une phrase que nous n'oublierons jamais. Ils m'ont montré la paix. Je la désirais plus que le sang. Cette phrase se répandait en murmures, en rêves, en cris. Les Celtiques ne se contentaient plus de brûler des villes. Ils s'insinuaient dans nos esprits. Arvin a convoqué une réunion d'urgence dans l'abri neuf. La pièce était plongée dans une pénombre étrange, les murs vibrant d'une faible lueur bleue due à la tension des systèmes de refroidissement qui peinaient à résister à la réactivation des réacteurs du cœur profond. Il se tenait au centre, le dos voûté, les yeux plus enfoncés que dans mon souvenir. « Ils sont passés à la phase 2, annonça-t-il. « C'est quoi ce bordel ?» lança une voix. « Infiltration neuropathique, siège mental, corruption psychologique. Appelez ça comme vous voulez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la technologie. » Ils ont trouvé le moyen de manipuler nos voies neuronales en utilisant nos propres fréquences. Ciblage par résonance émotionnelle. Il regarda autour de lui. Sa voix baissa. Il nous envoie la paix, il nous envoie de la paix dans la tête. Une paix simulée, du calme, du soulagement, un apaisement, tout ce qui nous manque ici-bas, tout ce que nous avons perdu. Je serrai les dents. Alors, il nous lave le cerveau. Arvin acquiesça. Pas seulement nous. Il cible les soldats, les chefs,
les capitaines de la résistance. Ils savent que la guerre ne se gagnera pas par le nombre. Ils essaient de nous corrompre de l'intérieur. Quelqu'un a ricané. Ça ressemble à de la superstition. C'est alors qu'Arvin a diffusé les images. Elles provenaient d'une installation appelée Echo Deep, l'un de nos laboratoires satellites de la résistance, situé en Amérique du Sud. L'écran a vacillé, révélant une escouade entière à l'intérieur de leur Warframe, se retournant les unes contre les autres. Sans raison, sans avertissement. En un clin d'œil, l'escouade s'est déchirée. À l'intérieur, les machines tiraient à balles réelles, malgré les protocoles de tir amis, hurlant, riant, puis le silence. 12 soldats d'élite disparus en 90 secondes. Y en a-t-il qui ont survécu? Ai-je demandé. Une, a répondu Arvin. Mais elle ne parle pas, ne mange pas. On pense qu'elle entend encore leur voix. Un silence s'installa, puis une voix s'éleva du fond de la salle. Alors, on fait quoi? Les lèvres d'Arvin se crispèrent amèrement. On se bat encore plus fort et on ne fait confiance à personne, pas même à nous-mêmes. La mission suivante arriva rapidement. Nous avions reçu des renseignements d'un drone de reconnaissance à longue portée. Un relais de commandement au sol des Hulks avait atterri dans les ruines de Berlin, jadis une ville de progrès. Elle n'était plus que cendres et ferraille. Ils y avaient établi une base. De hautes tours noires, telles les dents d'une bête enfouie, surgissaient de terre. De plus petits vaisseaux patrouillaient le périmètre. Des cadavres humains pendaient à des poteaux, en guise d'avertissement. Ils n'ont pas tué pour gagner. Ils ont tué pour que l'on se souvienne qu'ils en étaient capables. Le commandement nous a envoyés. Moi, Alvarez, Kororik, Yuna et Gretsch. 5, tous synchronisés à nos Warframes, tous animés par une soif de vengeance et de haine. Le largage fut silencieux. Aucun moteur. Nous avons utilisé l'ancien système Skyhook, décollé d'un satellite, et avons traversé l'orbite terrestre basse comme des météores. Mes bottes ont touché le sol avec une onde de choc. L'air était saturé de cendres, les bâtiments n'étaient plus que des squelettes vides. Et la tour Zaltec palpitait comme un cœur malade au centre de tout cela. Nous avons agi vite. Notre mission était simple, pénétrer dans la tour, récupérer toute la technologie possible et faire sauter le reste. Berlin était censée être propre. Elle ne l'était pas. Nous avons trouvé des survivants humains à l'intérieur de la tour. Du moins, c'est ce que nous pensions. Ils n'étaient pas enchaînés, ils n'avaient pas faim, ils souriaient. Une douzaine d'entre eux étaient assis en demi-cercle autour d'une sphère lumineuse au centre de la structure. Les yeux grands ouverts, immobiles, leur bouche, murmuraient doucement, parfaitement endormis. La paix vaut mieux que la douleur. À chaque fois, Korik était le premier à bouger. « C'est un piège », marmonna-t-il. Il pointa son canon électromagnétique sur le plus proche. Un jeune homme, pas plus de 20 ans, le teint pâle, les cheveux rasés. Le gamin n'a pas bronché. Il nous regarda droit dans les yeux et sourit. « Ils ne nous font pas de mal », murmura-t-il. « Ils nous libèrent. » Puis la décharge électrique se fit sentir. Mon interface vacilla. Le Warframe grogna. Quelque chose s'est insinué dans mon esprit. Pas une voix, une sensation. « C'est fini, Déné. Tu en as assez fait. Repose-toi maintenant. » J'ai ressenti de la chaleur, de la paix, le souvenir de mon frère vivant, le sourire de ma sœur, des vacances lointaines, des rires. Ce n'était pas réel, mais c'était mieux que tout ce que j'avais ressenti depuis des mois. J'ai failli laisser tomber mon arme, presque. Puis Alvarez a hurlé. Elle arracha son casque et se mit à se griffer le visage. « Ils sont en moi. Sortez-les, sortez-les. » Elle s'effondra. Gretsch voulut l'aider, mais Yuna lui tira dans le dos, sans prévenir. Sans avertissement, sans hésitation, juste une trahison. Il tomba lourdement, des étincelles jaillissant tandis que les systèmes de son Warframe s'éteignaient. Yuna se tourna vers moi, le regard vide, la voix douce. Il m'avait promis la paix. Je lui tirai une balle dans la tête, non par choix,
mais par nécessité. Kororic élimina le reste du cercle. Les humains ne ripostèrent même pas. Ils se contentèrent de sourire en mourant. La sphère lumineuse se fissura sous le coup final. Un cri strident, métallique, déchira la tour qui s'effondra sur elle-même, engloutissant les murs comme une étoile mourante. Quand nous avons réussi à sortir, il ne restait plus que Korik et moi. Le silence qui régnait entre nous en disait long. De retour à l'abri neuf, le commandement a visionné les images. Pas de félicitations, pas de médailles, juste le regard glacial de la réalité. Nous étions en train de perdre, non pas par le nombre, mais par la folie. Arvin est venu me voir après. Je sirotais du whisky synthétique dans le hangar des méchas, les yeux rivés sur le sang qui maculait l'épaulette de mon armure. « Tu es encore intact, dit-il. »« À peine, acquiesça-t-il. »« On développe des contre-mesures, proposa-t-il. Des inhibiteurs neuronaux, des bloqueurs de mémoire, rudimentaires. Mais ça pourrait nous donner du temps. » Je le regardais. « Tu t'es déjà demandé ce qui nous rend dignes d'être sauvés ?» Il ne répondit pas, car nous savions tous les deux ce que je voulais vraiment demander. Si la paix est si agréable, pourquoi la combattre? Mais je savais qu'elle était illusoire, qu'elle nous avait été volée. Car la paix imposée par la force n'est pas la paix, c'est la capitulation. Et je n'étais pas fait pour capituler. Le lendemain matin, nous avons trouvé Kororic dans la caserne. Il s'était tranché les veines et avait écrit cette phrase sur le mur avec son propre sang. Ils m'ont montré la paix. J'ai choisi le silence. Nous avons incinéré son corps sans cérémonie. Nous n'avions pas le temps pour les funérailles, seulement pour la guerre. La phase suivante de la résistance n'était pas une question de victoire, mais de survie. Nous avons renforcé nos casques avec des boucliers psychiques. Une technologie brutale nous causait des migraines, des saignements de nez et un bourdonnement constant dans le crâne, mais nous permettait de ne pas rêver la plupart du temps. Nous alternions nos cycles de sommeil toutes les 4 heures. Personne n'était épargné. Arvin a déployé une nouvelle intelligence artificielle de sécurité, baptisée Cyberus, pour détecter les anomalies cérébrales. Si elle vous signalait, vous étiez isolé. Si elle confirmait que vous étiez compromis, vous étiez neutralisé. Pas de procès, pas de tribunal, juste une balle. Et personne ne protesta, car nous savions tous que ce n'était plus une guerre pour la terre ou le pouvoir. C'était une guerre pour le contrôle, des esprits, de la volonté, de ce que signifie être humain. Et les humains sont sacrément têtus. Vous pouvez nous noyer, nous brûler, nous briser les os, empoisonner notre ciel. Mais vous ne pouvez pas vous approprier nos pensées. Pas éternellement. Pas si nous nous battons avec conviction. 3 jours après le suicide de Korik, je me suis porté volontaire pour une mission dont personne ne voulait. Arvin n'a pas cherché à m'en dissuader. Il a simplement hoché la tête. Il m'a tendu une dose de neurobloquant et m'a murmuré « Ne les laisse pas entrer en toi ». Je ne lui ai pas dit qu'il l'avait déjà fait. Les roquettes avaient affaibli leur flotte, mais les Zeltec s'étaient adaptés plus vite que prévu. Ils ont déplacé leur centre de commandement hors de l'orbite et l'ont enfoui profondément dans un astéroïde reconverti, une forteresse flottante connue sous le nom de nœud Theta. C'était leur noyau mental, d'où ils filtraient à chaque signal psychique, chaque attaque neuronale, chaque hallucination diffusée pour briser notre peuple. Une fois ce noyau détruit, les voix se tairaient, du moins temporairement. Le problème, c'est que personne n'avait jamais réussi à pénétrer dans un noyau mental Zulk et à en ressortir vivant. C'est là que j'intervenais. Atteindre le nœud Theta n'était pas aussi simple que d'embarquer à bord d'un vaisseau et de voler à l'aveuglette. Les Zulks savaient que nous tenterions le coup. Ils disposaient de sentinelles, des milliers, de drones et d'éclaireurs, scrutant constamment l'espace profond. Alors, nous n'y sommes pas allés par vaisseau. Nous y sommes allés par la mort. L'opération et voyage en cercueil était une idée qu'Arvin avait proposée des années auparavant, à l'époque où la paix du paix est encore les sœurs. Imbéciles au sommet. Personne ne l'avait approuvé. Mais maintenant, c'était parfait. Ils m'ont mis dans un sac mortuaire, littéralement.
Mes constantes vitales sont tombées à des niveaux à peine détectables. J'ai été placé dans une capsule de stase en forme de débris humain, le genre de débris qui dérivent après une bataille spatiale. Insignifiant, négligé, oublié. Le voyage dura 18 heures, assez longtemps pour me faire me demander si mourir n'aurait pas été plus simple. La capsule s'ouvrit dans un silence de vide, juste à l'extérieur de l'orbite extérieure de Node Theta. Aucune alarme, aucun vaisseau ennemi, juste le noir. L'espace noir, la forteresse noire, les pensées noires. J'activais les propulseurs magnétiques et m'agrippais à la coque. Mon Warframe était recouvert de composés furtifs, non réfléchissants, silencieux, son rythme cardiaque étouffé. Il se déplaçait comme une ombre dans l'espace. J'étais déjà à mi-chemin d'une trappe de maintenance avant même que les systèmes Zeltec ne clignent des yeux. À l'intérieur, c'était pire que ce que j'avais imaginé. L'architecture Zeltec n'était pas faite pour les humains. Les couloirs étaient organiques, comme si l'on pénétrait dans un poumon géant gelé. Les murs pulsaient légèrement, respirant au rythme de leur respiration, tapissés d'un gel qui bougeait sous mes pas. Et le silence n'était pas un silence absolu. C'était un bourdonnement, grave, constant, comme un crépitement de fond enveloppé dans une berceuse. Il ne provenait pas de mes oreilles. Il vibrait à l'intérieur de mon crâne. Il chuchotait déjà. Mais j'avais le filtre. Mon casque atténuait le pire. Pourtant, j'entendais des choses. La voix de mon père, les sanglots de ma mère, le rire de mon frère. Des voix éteintes, un faux réconfort. Je continuais d'avancer. D'après les renseignements de Harven, le noyau se trouvait profondément à l'intérieur. Chambre centrale, 3 étages plus bas. Elle ne serait pas gardée par des armes ou des sentinelles. Ce n'était plus ainsi qu'il se battait. Elle était gardée par le choix, par la tentation et la douleur. La première pièce ressemblait à un souvenir, mon souvenir, la ferme. Avant que le monde ne s'effondre, avant les frappes orbitales, avant les traités, les flottes et les frères et sœurs disparus, juste moi, un champ de blé, mon frère Chase lançant des pierres vers le ciel, comme s'il pouvait atteindre les étoiles. Je me suis figé. Mon hatude a clignoté en rouge, hurlant anomalie. Ce n'était pas réel, mais je sentais l'odeur du blé, la brise. Chase se tourna vers moi et sourit. « Tu n'as plus besoin de te battre, Deney, » dit-il. Sa voix, le même ton, jusqu'à la façon dont il se gratta la nuque. « Nous sommes en sécurité maintenant. Tu en as fait assez. » Je levai mon arme. « Sors de ma tête, » dit-il en fronçant les sourcils. « Ce n'est pas une tête, Deney. C'est ton cœur. » J'ai appuyé sur la détente. Il a disparu. Le blé s'est transformé en cendre. Le soleil s'est éteint comme une ampoule. La brise s'est muée en un souffle glacial. L'illusion s'est brisée et les murmures se sont intensifiés. La seconde chambre était pire. Elle était remplie d'humains, de vrais humains. Ils étaient suspendus dans des capsules, des centaines, disposés dans un immense cylindre qui s'étendait verticalement bien au-delà de mon champ de vision. Leurs yeux étaient nains clos. Certains souriaient, d'autres tremblaient. La plupart restaient immobiles. Leurs esprits étaient connectés au noyau. C'était ainsi que les Zaltec diffusaient. Ils n'utilisaient pas de machines pour simuler les pensées humaines. Ils utilisaient des humains. Ils récoltaient souvenirs, émotions, rêves, et les transformaient en armes psychiques. Je fixai l'une des capsules. C'était une fille, 12 ans peut-être, blonde, des taches de rousseur, la fille de quelqu'un. Un écran près de sa capsule affichait la liste des projections actives qu'elle transmettait au système. Fête d'anniversaire, excursion au lac, étreinte chaleureuse de son père, réconfort après un traumatisme, première neige. Ils utilisaient ces rêves pour endormir les soldats, pour convaincre des hommes comme moi que la paix c'était réel et qu'elle était probablement en état de mort cérébrale. J'aurais voulu la sortir de là, mais je savais que ce n'était pas la peine. Il y avait des centaines de capsules et j'étais seul. Au fond, j'ai trouvé le noyau. Ce n'était pas une machine, c'était un être.
Zeltek ne croyait pas à l'intelligence artificielle. Il croyait à l'intelligence assimilée. Il l'appelait Trenzul. C'était autrefois une espèce. C'était désormais une prison d'esprit tendu et palpitant, comme des muscles fusionnés à du cristal et à de l'os. En entrant dans la chambre, je la sentis se tourner vers moi, non pas avec un visage, mais avec une présence, une pression sur mes pensées, un intrus indésirable dans mon sang. J'entendis sa voix, malgré le dispositif de blocage. « Tu es venu ici pour nous briser. » Ce n'était pas une question. « Vous avez tenté de nous briser en premier, » grognai-je. « Vous confondez survie et domination, » dit-elle calmement. « Nous avons offert la paix. Vous avez répondu par le feu. Non, vous avez offert le silence. Nous avons choisi le bruit. » Tenu l'ondula. Vous êtes des créatures blessées, éternellement en colère, éternellement en deuil. Je levai la bombe, un noyau de fusion de l'ancien monde modifié par Arven pour réagir violemment au champ d'énergie Zulk. Nous ne sommes pas blessés, nous nous souvenons. Tu vas détruire des esprits qui appartenaient autrefois à ton espèce. Es-tu prête à les tuer eux aussi? J'ai hésité. La petite fille, les autres. C'était la bonne décision. Les humains dans ces capsules, ils mourraient si je faisais ça. Et voilà, l'épreuve. La tentation de tergiverser, de repenser, de faire mieux. Mais je n'étais pas faite pour être meilleure. Plus maintenant. J'étais faite pour achever ce qu'ils avaient en décommencé. J'ai armé la bombe. Le noyau a hurlé, non pas de douleur, mais de trahison. Vous tuez les vôtres. Non, ai-je murmuré. Vous l'avez déjà fait. Et j'ai couru. J'ai sprinté à travers des couloirs qui s'effondraient, tandis que Tenzul, fou de rage, frappait les murs. Les inhibiteurs psychiques à l'intérieur de mon crâne ont infiltré mes pensées de parasites. Du sang coulait de mon nez. Je ne voyais plus rien, je ne pouvais plus respirer, mais j'ai couru. Un vaisseau éclaireur humain m'a récupéré juste au-delà du champ d'astéroïdes. Le canal privé d'Arvin s'est animé dans mon oreille, tandis que ma vision s'obscurcissait. « Tu as réussi ?» a-t-il demandé. J'ai souri à travers le sang. Plus aucun murmure. Ils appelaient ça un tournant. Les tempêtes psychiques se sont arrêtées. Plus aucune voix, plus de rêves. Mais le silence qui suivit, ce n'était pas la paix, c'était le genre de silence qui suit l'inhumation de son âme. De retour à l'abri neuf, ils m'ont soigné, m'ont donné du métal dont je ne voulais pas. Les civils ont applaudi, les soldats ont salué. Arvin s'est contenté d'acquiescer. « Tu as perdu quelque chose là-dedans », a-t-il murmuré. « Oui, ai-je répondu, mais je leur ai aussi pris quelque chose. » Quoi? Leur arrogance. Et c'est là que nous avons compris que nous n'avions rien gagné. Nous avions seulement gagné le droit de survivre un peu plus longtemps, parce que les Zulk avaient encore des flottes, encore des armes, encore plus de monde. Mais maintenant, ils avaient aussi peur, car la Terre n'était pas morte. L'humanité n'avait pas disparu. Et l'homme qu'ils croyaient pouvoir contrôler, il venait de tuer un dieu dans leur esprit. Ils ripostent toujours avec plus de force. Je me remettais à peine de l'opération du noyau mental. Mes os me faisaient encore souffrir du choc neuronal. Et le châssis Raetech était en cours de recalibrage, après que la tension ait presque fait fondre son réseau synaptique. Arvin m'a accordé 2 jours de repos. J'ai passé ces 2 jours à fixer les parois de ma couchette, me demandant quelle part de moi était restée sur cet astéroïde. Car quelque chose y était resté, cela ne faisait aucun doute. Mais la paix ne règne jamais là où la vengeance règne. Le 3e jour, j'ai été convoqué au poste de commandement. La salle était pleine. Arven, les principaux responsables de la résistance, quelques opérateurs hautement qualifiés. L'atmosphère était chargée de tension. Quelque chose avait changé. « Les nains », dit Arvin, le visage toujours aussi impassible. « On a un problème. » Évidemment. Il se tourna et afficha un flux vidéo. Des images granuleuses et décryptées, prises par un drone de Conair. Surveillance près d'Europe, l'une des lunes brisées de Jupiter. Sur l'écran, une base Zulk apparut en scintillant. Mais ce n'étaient pas des soldats extraterrestres qui la parcouraient. C'était un humain,
Un homme grand, arborant encore les insignes militaires terriens sur son manteau en lambeaux. Ses cheveux étaient sains coupés courts, sa posture d'une discipline irréprochable. Il me fallut 3 secondes pour le reconnaître. J'aurais préféré ne pas le reconnaître. Le général Ian Trace, mon ancien supérieur, une légende de la résistance terrienne, l'un des premiers à rallier les milices survivantes après les premières frappes orbitales. C'est lui qui nous a appris que la peur est une arme, mais la rage est un choix. À présent, il traversait librement une forteresse Zulk, entouré de soldats qui ne levaient même pas leurs fusils. « Est-ce réel ?» demandai-je. Arvin ne s'y a pas. Il y a 2 jours en temps réel, et ce ne sont pas les seules images. Il en montra d'autres. Aean prononçant un discours, non pas devant des humains, mais devant les Zulk, et pire encore, devant des prisonniers. Les survivants terriens, enfermés dans des enclos, visionnaient une vidéo où Aean leur annonçait d'une voix calme et posée que la résistance était un mensonge, que la guerre était perdue, et que la seule voie possible était l'acceptation. Il ne diffusait plus la souffrance, mais sa voix. La résistance appelait cela une guerre psychologique. J'ai qualifié ça de trahison, la pire qui soit, celle qui porte votre propre uniforme. Arvin m'a fait un compte-rendu privé après coup. On pense qu'il a changé de camp pendant l'opération Pale Knife. Tu te souviens de cette mission? J'ai hoché la tête. J'étais en soutien au sol pour cette opération. Une unité de reconnaissance que nous avions envoyée aux abords d'Europe est tombée dans une embuscade. Aean a disparu. On a supposé qu'il était mort en orbite. « Il n'est pas mort », dit Arvin. « Il s'est rendu, ou pire, ils ne l'ont pas brisé. Ils l'ont converti. » Je serrai les poings. « Comment ?» Arvin se pencha en avant. « On ne sait pas exactement, mais on sait une chose. Ils ne se contentent pas de parler. Ils les aident stratégiquement et structurellement. Cette base sur Europa, construite selon nos propres plans tactiques, modifiés pour Zulk. »« Vous voulez sa mort ?» demandai-je. Arvin secoua la tête. « On veut qu'il soit ramené vivant. » Je le fixais, comme s'il avait 2 têtes. « Vivant. Après ce qu'il a fait. » La voix d'Arvin baissa. « Il sait tout, Dunn. Il connaît nos positions de repli, nos brouilleurs de communication, l'emplacement de nos bunkers profonds. Si on le tue, on perdra toute chance de sécuriser à nouveau nos systèmes. Si on le récupère, peut-être, juste peut-être, qu'on comprendra comment ils l'ont manipulé et comment empêcher que ça se reproduise. Et s'il ne parle pas... » Arvin m'a regardé droit dans les yeux. « Alors, tu le tues lentement. Ils m'ont donné une équipe que je n'avais pas demandée. 2 agents de terrain, Lara et Finch. Tous 2 compétents, tous 2 loyaux, mais tous 2 trop inexpérimentés pour une mission pareille. Et un en qui je n'avais pas confiance, le sergent Keller. Avant la chute, il avait été le protégé d'Amon, le genre de soldat qui vénérait son supérieur comme un dieu. Je me souvenais de Keller. Calme, efficace, d'une obéissance dangereuse, le genre de type qui n'aurait pas hésité une seconde si Allemande avait donné l'ordre de me tirer dans le dos. Mais la hiérarchie a insisté. Elle prétendait que Keller avait passé tous les tests de loyauté. Peu importait. Je surveillais ses mains à chaque instant. Nous avons atterri sur Europe en plein blizzard. Des tempêtes de neige balayaient à la surface avec une violence inouïe. La glace craquait sous nos pieds à chaque pas. La visibilité était quasi nulle. Mais nous avions des coordonnées. Un de nos éclaireurs avait posé une balise de localisation avant d'être anéanti par des drones Zulk. Cet éclaireur était un ami. Je comptais bien donner un sens à sa mort. La base a été enfouie dans un ravin, une conception Zalch, avec des améliorations structurelles humaines. Des murs froids et lisses, une géométrie efficace et impitoyable. Le genre d'endroit où l'on s'attendrait à trouver un traître. À l'intérieur, le silence régnait. Un silence trop pesant. Lara prit la tête. Finch couvrait nos arrières. Keller marchait à mes côtés, ses doigts crispés sur la gâchette.
Nous avons traversé le couloir principal en silence. Les murs vibraient d'une faible lueur bleue, comme chargés d'énergie. On y trouvait des traces d'habitation humaine, des rations, des outils, des journaux de communication, mais personne, aucun garde. C'est alors que les lumières ont baissé et qu'une voix s'est fait entendre. DNA. Elle résonnait dans tous les haut-parleurs. Toujours calme, toujours familière, toujours cette voix qui, jadis, nous avait galvanisés dans notre lutte contre l'extinction. Je me demandais quand il t'enverrait. Je n'ai pas répondu. Parler n'aurait fait que confirmer son emprise sur la situation. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Poursuivit Hamon. Ils ne m'ont pas brisé, ils m'ont libéré. J'étais prisonnier, prisonnier de la peur, des souvenirs. Mais les Alques m'ont révélé la vérité. Lara murmura. Monsieur, nous devrions avancer. J'acquiesçai. Plus vite je verrai son visage, plus vite je pourrai l'abattre, que le commandement l'approuve ou non. Nous nous enfonçâmes plus profondément. Alors que nous traversions un hangar, un projecteur vide s'anima. Allemande était là. Pas le vrai, juste un enregistrement. La Terre ne survivra pas à cette guerre, dit-il. Mais l'humanité le peut, si nous abandonnons notre rage, si nous évoluons. Il regarda la caméra. DNA, tu t'accroches encore aux cendres. Il n'y a plus rien à brûler. Je traversai l'hologramme sans m'arrêter. C'est alors que l'embuscade se produisit. Des drones Zesechich tombèrent du plafond. Des machines arachnéennes armées de perturbateurs neuronaux et de scie à plasma. Lara s'est effondrée, touchée à la nuque par une décharge électrique. Finch a hurlé lorsqu'une lame lui a déchiré le flanc. Keller a agi sans hésiter. Il n'a pas tiré sur les drones. Il m'a tiré dessus, une munition à impulsion conçue pour neutraliser, pas pour tuer. Elle m'a touché au flanc, a grillé mon bouclier et m'a fait tomber à genoux. J'aurais dû m'en douter. Il s'approcha de Lara et lui logea une autre balle dans la tête. Elle tremblait encore, respirait encore, plus maintenant. Finch tenta de s'enfuir en rampant. Keller le fit tomber à la renverse d'un coup de pied et lui tira dessus lui aussi, puis il se tourna vers moi. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça », dit-il d'une voix faible. « Mais tu ne peux pas comprendre. Aea n'est pas l'ennemi, c'est toi. » Je pouvais à peine bouger. Mon Warframe redémarrait. La connexion neuronale était brouillée. Je levai les yeux au ciel. Au ciel. « Tu as changé de camp, sifflai-je. » Keller secoua la tête. « Non, j'en ai trouvé un meilleur. » Il me traîna jusqu'à la chambre intérieure. Aeon m'attendait en chair et en os. Il n'avait guère vieilli, toujours aussi vif, toujours aussi autoritaire. Il se tenait devant une console illuminée par les symboles de la résistance terrienne. Notre propre technologie volée bourdonnait de fusion extraterrestre. « Tu as l'air fatigué, dit-il. » Je crachai du sang. « Tu ressembles à un traître. »« Je suis réaliste, » répondit-il. « Tu crois encore que cette guerre est cette gagnable. Elle ne l'est pas, mais elle n'est pas forcément synonyme d'extinction. Les Édiches nous ont offert la continuité, l'assimilation sans souffrance. Ils ne veulent pas nous détruire, d'aînés. Ils veulent nous utiliser, nous, nos esprits, nos instincts. Ils voient de la valeur en nous. Et toi, que vois-tu ? Demandai-je. Je vois l'occasion de mettre fin au cycle. Il s'approcha. J'ai vu ce qui s'est passé sur le nœud Theta. J'ai vu ce qu'ils t'ont fait faire. Mais tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Laisse tomber, rejoins-nous. Tu serais un atout précieux pour quelque chose de bien plus grand que cette résistance vouée à l'échec. Il me tendit la main. Fais partie de l'avenir. Je le regardais, puis quelle heure. Je souris et prononçai les seuls mots qui, je le savais, les feraient tressaillir. Je plaçai une charge dans le conduit de fusion. Le visage d'Aémon resta impassible, mais Keller jura et se tourna vers la console. C'est alors que je bougeai. Mon Warframe avait redémarré. Je me suis jeté sur lui. J'ai percuté Keller contre un mur d'un coup d'épaule. Je lui ai brisé la gorge d'un seul coup de poing et j'ai arraché la moelle épinière. Il s'est affaissé, inerte comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Et Anne a sorti un pistolet, mais j'étais plus rapide.
Je lui ai saisi le bras, je l'ai tordu, je lui ai déboîté l'épaule, et j'ai fracassé sa tête contre la console, avec une telle violence que l'écran s'est fissuré. Du sang a coulé. Il est tombé. Je me suis tenu au-dessus de lui, le cœur battant la chamade, les poumons en feu. Tu n'as pas le droit de lui offrir la paix, ai-je dit. Pas après ce que tu as pris. Il était à peine conscient. Tu fais une erreur, a-t-il murmuré, la voix étranglée. Je me suis penché près de lui. Non, j'en termine une. J'ai traîné son corps hors des décombres, posé les charges, puis regardé la base s'effondrer derrière moi, tandis que je grimpais dans la capsule d'évacuation que Finch avait installée plus tôt, son dernier geste avant que Keller ne le tue. Je ne me suis pas retourné. Il n'y avait rien à voir. Seulement la fumée de la trahison et le feu des conséquences. La base a brûlé pendant 3 jours après mon retour. La fumée provenant de la glace d'Europe s'est propagée jusqu'en orbite. Des panaches de débris gelés, de métal fracturé et d'idéaux humains brisés dérivaient comme des fantômes dans le vide. Nous avons récupéré le corps d'Aehan, malgré les rumeurs selon lesquelles il était encore en vie à mon départ. Je n'ai ni confirmé ni infirmé. Arvin n'a posé aucune question. Il a examiné le corps, hoché la tête une fois, puis l'a fait placer en isolement cryogénique. Il a évoqué la possibilité d'extraire des renseignements. Je m'en fichais. Cet homme était mort à mes yeux bien avant que je ne retire son corps brisé des décombres. Mais sa voix, elle, résonnait encore. Elle emplissait chaque couloir, chaque dispute entre commandants, chaque murmure apeuré entre soldats, et finalement jusque dans les salles du Conseil de la Résistance. Tout a commencé discrètement, de la sympathie déguisée en analyse. Quelques stratèges chevronnés se réunirent pour examiner les perspectives d'Amon, arguant qu'il s'agissait d'une étude nécessaire à la compréhension de la psychologie des Ultax. Puis, plus ouvertement, eurent lieu des débats sur les conséquences possibles si la Terre avait accepté l'offre des EX plus tôt. Moins de pertes, moins de villes détruites. Puis arriva la première pétition, signée par 32 officiers de la Résistance, demandant un cessez-le-feu pour ouvrir des pourparlers de paix sous contrôle. Sous contrôle. Comme si l'ennemi ne nous avait pas déjà lus dans les pensées comme dans un livre ouvert. Arvin me convoqua. Son visage était pâle, non pas de peur, mais sous la pression. Celle qui monte en puissance avant que le barrage ne cède. Ils demandent un vote, dit-il. Pas seulement sur le plan tactique, mais aussi sur le plan idéologique. Je me tenais dans son bureau, mon Warframe arborant encore son blindage brûlé. Je ne l'avais pas nettoyé depuis Europa. Il sentait encore le carbone et la trahison. Il poursuivit. Ils veulent former un conseil scindé, l'un pour poursuivre les opérations militaires, l'autre pour explorer les possibilités d'engagement diplomatique avec les représentants celtiques. Je le fixais du regard. Ce n'est pas une séparation, c'est une reddition au ralenti. Arvin ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, car je l'ai lu dans ses yeux. Le doute, le même regard qu'Aehan avait juste avant de me dire de lui rendre les cendres. La résistance commença à changer après cela. Le recrutement ralentit. Les soldats contestèrent plus souvent les ordres. Et le pire, c'est que les rêves sont revenus. Pas les violentes tempêtes psychiques d'avant. C'étaient non des rêves plus subtils, plus doux, comme de lointaines berceuses qui flottaient dans le sommeil, emplis d'images de ce que pourrait être la vie. Des champs verdoyants, un ciel limpide, des villes reconstruites, des familles qui rient, des gens qui se réveillent dans leurs abris, pleurant sans savoir pourquoi. Certains ne se sont jamais réveillés. Nous avons perdu 5 hommes dans le secteur D12. Aucune blessure, aucun traumatisme, juste une mort par abandon. Harvin a mené des tests d'urgence et a découvert que les Zultek avaient perfectionné leur technologie de résonance psychique. Plus invasive, désormais séductrice. Ils ne vous brisaient pas, ils vous incitaient à vous briser vous-même. Puis quelqu'un a laissé un message devant ma chambre, écrit à la peinture rouge. Aemon avait raison, il n'y a plus rien à gagner. Ce n'était pas signé, mais j'avais une idée. Le capitaine Thorne était l'un de nos ingénieurs,
brillant, discret, et récemment muté du service de renseignement. Il s'était toujours un peu trop intéressé à la culture Zulkix, rédigeant sans cesse des journaux sur la théorie de la coexistence et la xénoéthique. Je l'ai trouvé dans la BE4. Il ne l'a pas nié. Il n'a même pas bronché quand je l'ai plaqué contre le mur. « Tu crois que c'est pour ça qu'on se bat ?» ai-je grogné. « Pour se laisser faire et accepter leur version de la paix ?» Thorne n'a pas résisté. Il avait juste l'air épuisé. « Tu crois que ce qui nous reste est mieux ? Tu crois que ramper dans des bunkers, mourir dans l'ombre, se battre dans une guerre qu'on ne peut pas gagner, c'est noble ?» J'ai frappé le mur à côté de sa tête. Mes jointures ont craqué contre le métal. Je crois qu'il vaut mieux mourir debout que de vivre en étant quelqu'un d'autre. Il m'a regardé droit dans les yeux. Alors peut-être que tu n'as pas assez peur. Je me suis éloigné avant de le tuer, mais je l'ai dénoncé, et j'ai dormi d'un œil cette nuit-là. Puis ce fut le bombardement. Un dépôt d'armes de l'abri 12 a explosé lors d'une inspection de routine. 27 soldats ont péri, dont 5 nouvelles recrues à peine entraînées. Aucun signe. D'activité ennemie, aucune infiltration de drones, sabotage interne. Le message laissé sur place était bref. Voilà ce qui arrive quand on s'accroche à la haine. Ils nous montaient les uns contre les autres, lentement, insidieusement, sournoisement. Il ne s'agissait plus de dominer l'humanité, mais de la corrompre. Et même moi, j'ai commencé à me demander combien de temps nous pourrions tenir. Arvin m'a rappelé. Mais cette fois, il n'était pas seul dans la pièce. Le conseiller Brin, l'un des diplomates, se tenait à ses côtés, en uniforme impeccable, les mains jointes, le regard empreint de ce calme hypocrite que seuls les lâches et les collaborateurs arborent. « J'ai demandé à Deney de s'asseoir avec moi, » dit Arvin, bien que je puisse voir la tension dans sa mâchoire. Brain me sourit comme si nous étions de vieux amis. « Sergent Kessler, » dit-il d'un ton suave, « nous apprécions sincèrement votre engagement envers cette cause, mais il est temps d'envisager la préservation à long terme. » Je ne répondis pas, poursuivit-il. Les Zelts ont établi une communication. Ils ont accepté une réunion de représentants, en terrain neutre et en toute transparence. Nous pensons que c'est l'opportunité qu'Aean essayait de nous offrir. J'ai regardé Arvin. Tu laisses faire ça ? Il a regardé Brian. Ce n'est plus à moi d'en décider. Je me suis tourné vers le conseiller. Tu crois que c'est une négociation ? Ce n'en est pas une. C'est un test. Ils évaluent l'étendue des problèmes au sein de notre entreprise. Brian a secoué la tête. Ou peut-être qu'ils évaluent le peu d'espoir qui reste. J'ai ri fort, d'un rire amer et froid. On n'espère pas avec les envahisseurs, on les élimine. La réunion était prévue sur les vestiges de la colonie martienne 03, en terrain neutre. Ils m'ont demandé d'accompagner la délégation, de ne pas parler, juste pour faire bonne figure. Arvin n'a pas résisté. Je crois qu'au fond, il voulait que je sois là au cas où la situation dégénérerait. J'ai accepté, non par diplomatie, mais parce que je devais constater l'étendue de l'infection. Mars était un cimetière. Les dômes étaient fissurés, le sol rouge du sang des premiers colons. Quand les Zulk ont frappé Mars, ils ne l'ont pas bombardé. Ils l'ont étouffé, coupé l'air, les vivres, l'électricité, et ont observé depuis l'orbite les colons mourir suffoqués dans leurs bulles de verre. Et maintenant, nous traversions ce même sas, faisant semblant que la paix était possible. L'émissaire Zulk est arrivé le premier. Grand, sans armure, la peau lisse comme de l'obsidienne, les yeux brillants comme des soleils mourants. Ils ne parlaient sonne et pas par des bouches. Ils utilisaient la résonance psychique, traduite en anglais grâce à des implants portés par Brin et les autres membres du conseil. La conversation était courtoise. Brain posait des questions. Les Zulk y répondaient. On parlait d'intégration, d'assimilation sans effacement, culturelle, de souveraineté sélective, de pacification émotionnelle, autant de mots polissés, empoisonnés. Puis l'envoyé Zulfas me regarda. Il ne parla pas par l'intermédiaire de l'interprète. Il s'adressa directement à mon esprit. « Tu as tué Tenzul. Tu as détruit notre noyau mental. Pourtant, nous t'offrons la paix. » Je ne répondis pas. « Tu es la douleur incarnée, mais tu es aussi la clarté, la rage faite chair. » Je serrai les poings. « Tu pourrais être plus que cela. Laisse-nous te le montrer. » Et puis, sans prévenir, ils me montrèrent non pas un rêve, non pas une vision, mais une projection. Moi, dans 20 ans,
assise sur une colline verdoyante avec des enfants que je ne reconnais pas. Riant de paix, ni guerre, ni sang, ni résistance, juste du repos. J'ai cligné des yeux et tout avait disparu. Mon cerveau parlait encore. Les autres conseillers hochaient toujours la tête. L'émissaire Zeltek restait immobile. Et j'ai compris qu'il n'avait pas vu ce que j'avais vu. C'était pour moi seul. De retour sur le vaisseau, Arvin attendait. « Vous avez vu quelque chose » dit-il doucement. J'acquiesçai. Il ne demanda pas de quoi il s'agissait. Il dit simplement « Le Conseil a voté en faveur de l'ouverture d'une procédure de paix préliminaire. » « Bien sûr. »« Il me pousse que vers la sortie » ajouta-t-il. Petit à petit, je suis reclassé conseiller stratégique. Je le regardais. « Tu vas les laisser te le prendre ?» Il ne répondit pas avec des mots. Il se contenta de glisser la main sous son bureau et de me tendre un dossier, non marqué, classifié. À l'intérieur, des schémas, une arme. « Un plan ?» demandai-je. La mâchoire d'Arvin se crispa. Qu'ils parlent, qu'ils signent leurs papiers, qu'ils sourient dans leur couloir. Pendant ce temps, nous construisons ce qui mettra fin à cette guerre. Et j'ai compris quelque chose. La résistance ne s'éteignait pas, elle se divisait. Un camp voulait la paix à tout prix, l'autre voulait se venger. Et je me trouvais au cœur de cette fracture. Il n'y a pas eu de communiqué de presse, pas de grande cérémonie, juste une diffusion discrète du Conseil de la Résistance unifiée. L'humanité doit évoluer pour survivre et éviter de nouvelles pertes de vies humaines inutiles. Nous entamons une intégration diplomatique formelle avec le domaine Zulk. Aucun terme de reddition ne sera employé. Nous entrons dans une nouvelle ère de compréhension, de coexistence et de paix. Ils ont diffusé le même message sur toutes les chaînes, encore en activité, pendant 12 heures. Ils ne mentionnaient pas de cessez-le-feu. Il était écrit « évoluer ». C'était leur nouveau terme. Ni reddition, ni trahison, ni assimilation, juste l'évolution. Arvin ne dit mot quand je fis irruption dans son bunker. Il fixait le mur, la lueur d'un écran à moitié éclairé projetant des ombres sur son visage. Derrière lui, les plans qu'il m'avait remis, la semaine précédente avaient été développés, modifiés, agrandis. « Et maintenant » demandai-je. Il se retourna lentement et fit glisser une puce de données sur la table. Le prototype final, on l'appelle Némésis. J'insérai la puce dans le port de mon avant-bras. Mon HUD clignota pendant le chargement du schéma. C'était une arme. Non, pas seulement une arme, une affirmation. Némésis n'avait pas été conçue pour vaincre une flotte. Elle avait été construite pour anéantir une biosphère entière de classe Ruche Zaltis, un système vivant, une conscience collective du monde qu'ils avaient installée dans la haute atmosphère terrestre. Ils la cultivaient en secret, prête à la fusionner avec notre planète. Une fois les derniers signes de reddition reçus, Némésis la réduirait en cendres, mais aussi tout ce qui se trouvait à proximité. « Des dommages collatéraux » demandai-je. La voix d'Arvin était monocorde. La majeure partie de l'Asie, des régions d'Afrique et probablement le ciel tout entier pendant quelques semaines. « Alors, c'est une politique de la terre brûlée ?»« Non, répondit-il. C'est une remise à zéro. » Je serrai les dents. « Et vous êtes sûr que ça en vaut la peine ?» Arvin leva les yeux. « Si on les laisse entrer, ils ne ressortiront jamais, et vous le savez. » Le Conseil convoqua un vote final 3 jours plus tard. L'Abri 1, notre centre de commandement, fut transformé en centre d'intégration diplomatique. Des drapeaux blancs peints sur les murs. Des symboles inutiles et hypocrites. Ils ont fait flotter ces mêmes couleurs au-dessus de villes, encore en flammes après la première vague de Zulk. Je n'ai pas assisté au vote. J'avais quelque chose de plus important à faire. Les grottes de fer. C'est là que nous construisions Némésis. Profondément sous ce qui était autrefois le sud de la Sibérie, dans une faille tectonique gelée si profonde qu'elle ne voyait jamais la lumière du jour. Seule une poignée d'entre nous savions que cet endroit existait. Encore moins savions ce qu'il abritait. J'ai pris le dernier vol, seul.
un monoplace dissimulé au nouveau réseau de surveillance désormais partagé de bonne foi avec le Dominion. Le froid m'a accueilli comme un vieux camarade, et dans l'obscurité, je les ai trouvés, ceux qui n'avaient pas cédé. C'étaient les brisés, les enragés, les hommes et les femmes qui avaient non vu des familles mourir, des villes s'effondrer, des esprits être dépouillés et réécrits. La plupart étaient morts portés disparus. Certains avaient même simulé leur mort pour arriver jusqu'ici. Ce n'étaient plus des soldats, c'étaient des fantômes, et ils suivaient les ordres d'Arvin comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Ils ne se considéraient pas comme des rebelles, mais comme des irréductibles. J'ai rencontré l'ingénieur en chef, une femme amère et boiteuse nommée Grels, ancienne architecte de terraformation. Elle avait autrefois conçu des atmosphères pour des colonies. À présent, elle construisait l'engin capable de tout détruire. Elle me montra Némésis. Ce n'était pas joli à voir. C'était un monstre cylindrique de métal en fusion, des moteurs à noyaux de rage, et un véritable enfer alimenté par du plasma, capable de déchirer la croûte planétaire s'il était déclenché à la surface. « Livraison » demandai-je. Grels eut un sourire narquois. « Toi » Je clignai des yeux. « Tu veux que je le pilote ?»« Non, dit-elle. Nous voulons que tu le portes. » Némésis n'était pas une bombe. C'était un Warframe. Un Warframe à usage unique, conçu pour être lancé depuis l'orbite, percer la colonne vertébrale neurale de la biosphère et exploser au sein de son système nerveux central. Une fois lié, il était impossible de le détacher. Aucune échappatoire. Soit on réussissait la mission, soit on devenait Némésis. Je restais silencieux, fixant la chose monstrueuse. On aurait dit que ça sortait des enfers, enveloppé de métal et maudit. « Pourquoi moi ?» demandai-je. Gris haussa les épaules. « Parce que tu es déjà mort une fois. Autant en finir. » Le lendemain matin, la résistance se fractura officiellement. L'Abri 6 refusa de reconnaître les ordres d'intégration du Conseil. Le Conseil ordonna donc un raid. Des soldats de la résistance, accompagnés de Zulk, prirent d'assaut l'abri. Ensemble, côte à côte, 62 personnes. Ont été tués, aucune halte. Le premier sang civil de la guerre a coulé. Et voilà, la Terre était plongée dans une seconde guerre. Je suis retourné à l'abri 9. Arvin m'attendait, les poings serrés, les yeux rivés sur les transmissions. Ils ont déclaré les irréductibles dissidents, a-t-il dit. Des éléments ennemis, des terroristes renégats. Ils ont déjà envoyé quelqu'un. Il hocha la tête. Un détachement est parti ce matin. Il devrait arriver d'ici 24 heures. Je regardais l'écran. Des forces du Conseil, des visages humains, des insignes de la résistance, des hommes et des femmes avec qui je m'étais entraîné. Tous prêts à tuer ceux qui refuseraient de se soumettre. L'heure est-elle venue de lancer Némésis ? Demandai-je. Arvin hésita, et c'était la première fois que je le voyais hésiter. « J'ai besoin de plus de temps, dit-il. Tu n'en as pas. » « Je sais. » Un long silence s'ensuivit. Puis il me regarda. « J'ai orchestré cette guerre, Dane, mais tu en es l'acte final. » Je le fixais. « Tu veux que je meure pour un monde qui a déjà capitulé ? » « Non, dit-il doucement. Je veux que tu leur rappelles que tous n'ont pas capitulé. Nous avons préparé le lancement à minuit. La biosphère Zalk avait atteint son intégration complète. Elle planait comme un second ciel. Des tentacules vivantes palpitaient en orbite, prêtes à descendre une fois la reddition totale signée. Némésis s'activa dans un bourdonnement qui fit trembler la chambre. Elle fusionna avec mon corps comme un second squelette, lourde, affamée. Je pouvais sentir sa respiration. L'interface était différente de tout ce que j'avais utilisé auparavant. Elle n'affichait pas de données tactiques, elle affichait la détermination. Elle mesurait ma peur, mes souvenirs, ma haine. Elle s'en nourrissait. Et plus je me souvenais du visage de mon frère, des cris des civils, de la trahison d'Aeon, plus sa puissance augmentait. Némésis n'était pas alimentée par du carburant. Elle était alimentée par la colère.
Tandis que je grimpais dans le canon orbital, Arvin se tenait à la base, le regard fixé sur le ciel. « Tu es sûr ?» demanda-t-il une dernière fois. J'acquiesçai. Il n'y a plus personne d'autre pour le faire. Il n'a pas discuté, ne m'a pas arrêté, car il le savait. Et je savais que si cela échouait, rien ne fonctionnerait. Si Némésis échouait, les Ulk déverseraient leur biosphère sur Terre et entameraient une intégration totale. L'humanité deviendrait alors une entité distincte. Le canon a tiré, le monde s'est brouillé, et j'ai traversé les étoiles comme une balle tirée par l'histoire elle-même, droit au cœur de ceux qui cherchaient à nous posséder. La surface de la biosphère s'est fissurée sous mon passage. Des vrilles m'ont enserré. Des cris psychiques ont hurlé dans mon crâne, tentant de me tromper, de m'arrêter. Ils m'ont montré la main d'un enfant, une famille, un avenir paisible. Je l'ai anéanti. Ils m'ont montré une version plus jeune de moi, souriante, vivante, libre. Je l'ai brûlé. Ils m'ont montré Aean. Il a supplié. J'ai ri. Et puis j'ai atteint le noyau. Un cerveau de la taille d'une ville, vibrant de mensonges, nourrissant d'illusions l'esprit de milliards d'êtres. J'ai ouvert le panneau thoracique. Le déclencheur de Némésis m'attendait. Ce n'était pas un bouton, c'était un miroir. Pour l'activer, je devais me regarder. J'ai affronté la vérité. Toute la vérité sur qui j'étais, ce que j'étais devenu. Et je l'ai fait. Pendant une seconde, j'étais le soldat, le tueur, le fantôme, le dernier homme sur Terre. Et j'ai appuyé sur le bouton. Je ne me souviens pas de l'explosion. Je ne me souviens pas de la douleur. Je ne me souviens que du silence. Un silence absolu. Aucune voix, aucun rêve, aucun Zeltek. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant mon réveil, mais je me suis réveillé dans un lit. Mur blanc, pas d'alarme, pas de chuchotement. Arvin était assis près de moi, plus âgé, fatigué, mais vivant. « Tu as fait d'exploser Némésis, dit-il, et tu as survécu. Comment ?» Il haussa les épaules. « Peut-être que Némésis a décidé que tu le méritais. » Je le regardais. « Que s'est-il passé ?» Il sourit. « La biosphère a disparu. Le Conseil s'est effondré. Les derniers survivants ont été érigés en héros. La guerre n'est pas finie, mais elle est de nouveau nôtre. La terre brûle encore par endroits. Le ciel n'est plus ce qu'il était. Mais les Ulk, eux, se souviennent de nous. Ils se souviennent d'un homme en armure en flammes, tailladant leur Dieu vivant, hurlant un nom qu'ils n'oublieront jamais, l'humanité. Ils l'ont appelé le jour de la reconquête. Les rapports officiels indiquent que Némésis a détruit 92% de la biosphère Zulk. Les racines neuronales restantes se sont détachées et ont dérivé dans l'espace profond, telles des terminaisons nerveuses brûlées d'un dieu mourant. Le ciel est devenu rouge pendant 3 jours, puis s'est dégagé. Plus de drones, plus de tempêtes psychiques, plus de murmures dans nos sommeils. Juste le silence. Cette fois, un silence absolu. Mais pour moi, ce n'était pas une victoire. C'était comme être enterré vivant dans une tombe que personne ne s'était aperçu d'avoir creusée. J'ai passé les 2 premières semaines dans une capsule de cryogénisation de l'abri 9. Mon corps était en état de choc neuronal après l'explosion de Némésis. Ma structure s'était scellée et m'avait ramené à travers la stratosphère terrestre comme un cercueil en flammes. Si je n'ai pas été vaporisé, c'est uniquement grâce au système de contrôle installé par Grels, son ultime stratagème. Je me suis réveillé en hurlant, non pas de douleur, mais en me souvenant de tout. Le Conseil avait disparu. La plupart de ses membres avaient péri lors des retombées radioactives. Les autres ont été destitués, démasqués ou exécutés par des foules de survivants qui avaient compris ce qu'ils avaient failli signer. Arvin fut nommé directeur de la reconstruction par ce qui restait de la résistance. Un titre prestigieux pour l'homme qui dirigeait désormais le processus de reconstruction de la Terre. Il a essayé de prendre sa retraite.
Ils ne l'ont pas laissé faire. Le plus drôle, c'est qu'ils ont essayé de faire la même chose avec moi. Votre service est terminé. Ils disaient, vous méritez la paix maintenant. Je l'ai entendu 1000 fois de la bouche de gens qui n'avaient jamais vu une ville brûlée, qui n'avaient jamais versé leur sang dans les décombres, qui n'avaient jamais tenu tête à un Dieu fait d'os et de cerveau, et qui disaient « pas aujourd'hui ». Ils voulaient me parader, me décorer de médailles, ériger des statues. J'ai refusé. Je ne voulais pas qu'on se souvienne de moi comme d'un héros, car les héros ne sortent pas indemnes de la guerre. Ils ne survivent pas à ce que j'ai vécu. Le monde a essayé de tourner la page et j'ai essayé de le laisser faire. Mais il est difficile de trouver le sommeil dans un monde où l'on n'est plus indispensable. Là où les compétences qui vous ont permis de survivre sont désormais considérées comme des reliques. Là où la violence qui coulait dans vos veines est maintenant qualifiée de barbarie. Ils ont reconstruit les villes. Des villes nouvelles, propres, plus de bunkers, plus d'abris anti-atomiques. Des tours de verre, des réseaux solaires et une végétation luxuriante recouvrant ce qui n'était autrefois qu'un sol criblé de cratères. Ils les ont appelés zones d'unité, des lieux où les survivants et la technologie Zulk réintégrée pouvaient coexister. J'ai tenté d'y vivre, ça n'a pas duré. Les murs étaient trop fins, les gens trop bruyants, les sourires trop faux et les cauchemars trop assourdissants. Je me suis réfugié dans les contrées reculées, à l'ouest de l'ancienne zone européenne, près de la frontière morte des Alpes, là où la neige garde encore en mémoire ce qui est tombé du ciel. J'ai construit une cabane avec de l'acier et des débris, que j'ai équipée de vieux panneaux à fusion et d'un système de confinement par impulsion. Personne ne vient ici sans l'avoir décidé, et même alors, la plupart rebroussaient chemin, sauf un. Il est arrivé 1 an plus tard, un garçon d'à peine 17 ans, maigre, au regard perçant, arborant un écusson à l'effigie de l'ancienne résistance. Un phénix pris dans des barbelés. Il a attendu 4 heures devant ma cabane avant de frapper. J'ai ouvert la porte, un fusil à la main. Il n'a pas bronché. « Vous êtes Dane Kessler ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai lu des choses sur vous. On dit que vous avez mis fin à la guerre. On dit beaucoup de choses, murmurai-je. Il fixa le fusil, puis me regarda. Je ne suis pas venu pour vénérer. Je suis venu pour apprendre. Je haussai un sourcil. Apprendre quoi? À me battre? Je ris. Un rire sec, amer, presque une toux. Vous arrivez 1 an trop tard. La guerre et c'est fini. Il ne s'y a pas. Non, la prochaine n'a tout simplement pas encore commencé. Il s'appelait Corin. Né dans une cité cratère, élevé dans une colonie ayant survécu de justesse, il avait perdu sa mère lors de l'anéantissement final de la biosphère. Il avait survécu à l'occupation, mais n'y avait jamais combattu. Il voulait savoir comment. Comment tuer? Lui ai-je demandé un jour. Non, répondit-il. Comment ne pas craquer? Et je compris que c'était peut-être encore quelque chose que je savais enseigner. Nous nous entraînions en silence. Je lui ai appris tout ce que la résistance avait oublié lors de son processus de paix. Comment démasquer un menteur à la fréquence de ses clignements d'yeux? Comment compter les pas dans le noir? Comment briser la nuque d'un homme en 3 secondes avec une simple ceinture et une planche de parquet cassée? Mais je lui ai aussi appris la retenue, car survivre ne se résume pas à la violence. Il s'agit de savoir choisir le bon moment. Il apprenait vite, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il était en colère et déterminé comme je l'étais autrefois. Un jour, je l'ai emmené sur la crête qui surplombait la vallée. De là, on pouvait apercevoir l'étendue des zones d'unité. Du vert et des lumières scintillantes. Pour quelqu'un comme lui, cela devait être synonyme d'espoir. Il m'a demandé si j'y croyais. « La paix », a-t-il dit. « Non », ai-je répondu. Il a froncé les sourcils. Alors pourquoi la protéger? Je fixai l'horizon. Le vent me mordait le visage. Parce que la paix est un mensonge pour lequel on saigne. Même si elle ne dure pas, il faut bien que quelqu'un la garde jusqu'à ce qu'elle se brise à nouveau. Il ne dit rien après cela. Il se contenta d'acquiescer.
et je sus qu'il avait compris. Arvin est venu me voir une fois, des années plus tard, âgé désormais, marchant avec une canne, toujours vif, mais avec une tristesse dans les yeux, comme un homme qui connaissait trop de noms des morts. Il s'assit à ma table, but mon pire whisky et me tendit une enveloppe scellée. À l'intérieur, un mot. Le nouveau gouvernement de la Terre voulait ériger un mémorial en mon honneur. Je le regardais. « Tu as donné ton accord ?» Il sourit. Il l'aurait fait avec ou sans ma bénédiction. Je me suis juste assuré qu'ils orthographiaient correctement ton nom. Je déchirai la lettre en deux et la jetai au feu. Les statues, c'est pour les fantômes. Tu es déjà un fantôme, Dné. Je le regardai, puis Corin, qui se tenait juste dehors, en train de fendre de la vieille ferraille pour en récupérer des morceaux. Pas encore, dis-je. Mais un jour, peut-être. Harvin est parti cette nuit-là. Nous ne nous sommes pas dit au revoir, car les vrais soldats ne le font jamais. Les années passèrent. Le monde resta silencieux. Mais je n'ai jamais fait entièrement confiance au silence. Corin devint plus fort, plus intelligent. Il a construit des brouilleurs de signaux, des drones, des systèmes de communication cryptés. Il disait que c'était au cas où, et je ne lui ai jamais dit à quel point j'étais fier de lui, car il n'avait pas besoin de mots. Il avait besoin de savoir qu'il était prêt. La dernière fois que j'ai vu un vaisseau Zalch, c'était une sonde, petite, en reconnaissance, un vestige du Dominion dérivant en orbite. Ils n'ont émis aucun signal, ils n'ont pas atterri. Ils sont restés en vol stationnaire, observant, mesurant. Et je me tenais au sommet de la crête, fusil à la main, canon à impulsion sur le dos, imperturbable, sans peur, simplement prêt, car je savais qu'ils se souvenaient de leurs dernières paroles. Une flotte ne peut pas nous arrêter. Et je savais ce qui allait suivre. Nous. Alors, quand le ciel se calmera à nouveau, quand les voix reviendront, quand les étoiles scintilleront un peu trop longtemps dans l'obscurité, je serai là à vous attendre. Parce que certains d'entre nous n'ont jamais été faits pour la paix. Nous avons été faits pour rappeler à la galaxie ce que devient l'humanité lorsqu'elle pense avoir